L'un des plus grands talents Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous nos aquinautes et merci de nous retrouver sur ce plateau Acuité Silmo. Donc après le face-à-face qui a opposé le docteur Jean-Bernard Rottier, président du syndicat national des ophtalmologistes de France, et Philippe Verpletz, président de l'association des optométristes, le Studio TV a décidé aujourd'hui de passer les frontières de l'Hexagone et nous allons maintenant faire un tour d'Europe des différentes filières de santé visuelle. Donc pour nous faire partager leur expérience, on accueille sur ce plateau Marie Veramchuk. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes optométriste à Londres. Monsieur Marc-Étienne Berdoz, bonjour. Bonjour. Qui est opticien propriétaire de l'enseigne Berdoz en Suisse. Florent Carrière. Bonjour. Bonjour, vous êtes opticien optométriste en Espagne. Et monsieur Harolotz, bonjour. Bonjour. Président d'Interoptique qui organise notamment des rencontres bilatérales franco-allemandes. Donc pour commencer, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table un petit peu pour mieux vous connaître. On va commencer par vous, Marie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours ? Oui, alors j'ai fait mon BTS d'opticien lunetier à l'école de Lille. Je suis sortie en 1995. J'ai enchaîné par la maîtrise de sciences et techniques d'optique physiologique, optométrie et contactologie à Paris-Orsay. J'ai fait, dans le cadre de cette maîtrise, un stage de 6 mois à Londres, à l'Institut d'optométrie. Et de là, j'ai demandé mon équivalence de diplôme au General Optical Council, qui est le conseil de l'ordre des optométristes anglais. Et avec joie, je l'ai eu. Et depuis janvier 1999, je travaille en tant qu'optométriste en Angleterre. Donc vous êtes 3 jours par semaine à Londres. Exactement. D'accord. Monsieur Berdoz, une petite présentation ? Oui, tout à fait. Ça fait bien longtemps, mais j'ai été diplômé de l'École supérieure suisse d'optique en optométrie en 1988. Ensuite, j'ai fonctionné pendant 6 ans comme chef expert en pathologie oculaire dans le cadre de la sanction des examens de la maîtrise supérieure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant mes études, j'avais déjà fondé ma première entreprise et je fonctionnais donc en études et également au sein de mon entreprise. Florent ? Bonjour, donc moi je suis sorti de Fresnel en 90. Je suis parti en Espagne en 98 où j'ai eu mon équivalence donc d'opticien optométriste en 99 et donc ça fait 15 ans maintenant que je suis en Espagne et donc propriétaire de 20 magasins, donc je ne fais plus trop d'examens de vue. D'accord. Quel est le nom de votre enseigne ? Optica ? Optica. D'accord. Monsieur Lotz ? Oui, bonjour. Donc d'abord, je ne suis pas opticien. Patrick Jeunesse m'a demandé de remplacer la personne qui aurait dû être présente. Moi-même, je viens de l'industrie du verre. J'étais patron de Rodenstock en France, donc une société allemande. Et ensuite, j'ai dirigé le CIDOL, qui est le syndicat des importateurs. Et après, j'ai créé donc, le club Interoptique qui regroupe les représentants, les dirigeants de l'organisation, des organisations de l'optique en France. Et nous venons d'organiser une réunion avec la présidence des opticiens allemands, avec le ZVA. Donc, j'ai quelques chiffres à vous transmettre et on en parlera certainement. D'accord, très bien, merci. Donc avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment sont formés les opticiens optométristes dans vos pays ? Marie ? En Angleterre, les opticiens optométristes vont à l'université pour 3 ans. Ils ont 3 ans de cours. Et ils ont dernière année qui s'appelle Pre-Reg, où ils sont en stage dans des magasins d'optique ou je pense à l'hôpital également, où ils reçoivent les patients, ils font les examens de vue, toujours supervisés par un optométriste un peu plus expérimenté. C'est-à-dire plus de formation pour l'optométriste Parce qu'il y a plusieurs grades en Angleterre. Hein. Oui, alors c'est les optométristes qui pratiquent dans ces magasins-là qui sont superviseurs des stagiaires pendant l'année de stage. Voilà, 4 ans à peu près de formation. Monsieur Berdoz ? Oui, donc en Suisse, on distingue 2 niveaux de formation.
Tout d'abord celle de l'opticien CFC, à savoir un opticien qui a fait 4 ans de formation et qui est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité. D'une autre formation qui est celle d'opticien diplômé, qui est le niveau d'optométriste. Et il y a 2 filières finalement pour obtenir cette qualification, soit comme opticien au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité, de pouvoir faire une maturité fédérale, et ensuite de commencer une HES, qui est une haute école spécialisée, pendant 3 ans, pour finalement obtenir ce fameux diplôme d'optométriste. Une autre possibilité qui est ouverte depuis peu, c'est une filière que nous-mêmes on privilégie un peu moins parce qu'elle favorise moins la pratique et l'expérience, et de pouvoir, après une maturité fédérale, démarrer directement 3 ans de formation pour obtenir en finalité un diplôme d'optométriste. Notre profession préconise actuellement 2 à 3 ans de stage pour cette filière-là, pour s'assurer que les gens qui sont finalement diplômés soient au bénéfice d'une expérience pratique suffisante. Florent, comment ça se passe en Espagne? Donc en Espagne, c'est à l'université. C'était 3 ans jusqu'à l'année dernière, et là ça vient de passer en 4 ans. Donc une formation complète en optométrie, un petit peu de pathologie et adaptation lentille. À Rho, comment sont formés les maîtres opticiens allemands? Alors au fait, tout d'abord, ils sont organisés à travers une structure qui n'existe pas en France, qui sont des chambres de métier. Au sein des chambres de métier, il y a donc 2 niveaux de formation possibles. D'abord le Augenoptiker, l'opticien, et ensuite le Augenoptikermeister, c'est le maître opticien. Donc il y a d'abord 3 années de formation pour devenir opticien, et ensuite donc on peut continuer pendant 2 années. En tout, il y a environ 1600 heures d'études actuellement. Et comme on vient de l'apprendre, le ZVA, l'organisation des syndicats, a décidé d'augmenter le nombre d'heures de formation pour ajouter des heures de formation pour l'optométrie, qui va donc faire partie intégrale de la formation d'un Augenoptikermeister, d'un maître opticien. D'accord. Donc on sait qu'en France, pour la prescription de lunettes ou de lentilles, le passage chez l'ophtalmologiste est obligatoire. On sait également, comme on l'a évoqué tout à l'heure, que la moyenne des délais d'attente est de 4 mois. Maintenant, je vais vous demander comment se passe le parcours de soins dans vos pays respectifs. On peut peut-être commencer par Monsieur Lotz, qui parlait tout à l'heure. Comment ça se déroule pour quelqu'un qui veut se faire une paire de lunettes? Oui, enfin, ça ressemble assez au parcours français, à la différence près que la sécurité sociale en Allemagne ne rembourse plus, sauf quelques exceptions pour des enfants ou pour des cas de pathologie. Donc normalement, c'est l'opticien qui... Enfin, on va d'abord, en général, soit chez l'opticien, soit chez l'ophtalmologiste, et avec l'ordonnance, donc on va dans le magasin de l'opticien. D'accord. Et est-ce que 100% des... Donc, vous avez des pourcentages sur le nombre d'examens de vue faits chez l'opticien, les autres chez l'ophtalmologiste? Non, je n'ai pas cette information-là. Par contre, je peux vous dire que comme en France, le nombre d'ophtalmos est en très forte diminution, il reste environ sur un global de 100% d'ordonnances ou de personnes qui suivent un client. Il y a donc 23% qui sont suivis par les ophtalmos et 70% par les opticiens directement. D'accord. Florent, en Espagne, est-ce que 100% des examens de vue et des adaptations de lentilles sont faits chez l'opticien optométriste? Alors pour les adaptations lentilles, oui, 100% chez l'opticien. Pour les examens de vue, je parlerai plutôt de 90%. Donc en Espagne, il y a à peu près 3800 ophtalmos qui s'occupent de la pathologie et donc de la chirurgie. Et quelqu'un qui a besoin de lunettes, en général, il va chez l'opticien, où donc on lui fait un examen de vue qui peut être à 2 niveaux. Il y a un examen de vue qui est gratuit pour donc, une paire de lunettes, je dirais, traditionnelle, ou il y a un examen de vue qui est plus poussé suivant ce qu'on trouve au premier. Qui est toujours gratuit aussi? Non, celui-là il est payant avec vision binoculaire, mesure de la tension, etc. Voilà. Pour les enfants, en général, ils ne touchent pas. On peut faire des dépistages, mais c'est l'ophtalmo qui s'en occupe. Donc je dirais que sur les 100%, il y en a 90% c'est chez l'opticien et 10% chez l'ophtalmo. D'accord. Et quand vous parlez d'examen de vue payant, quand il est plus poussé, ça s'élève à peu près à combien? 20 €. 20 €, d'accord. Monsieur Berdoz, ensuite, en Suisse? En Suisse, donc, la pratique de l'examen de la vue par l'opticien est tout à fait autorisée à partir de 16 ans. Donc l'opticien ne prend pas en charge les enfants en dessous de 16 ans.
L'opticien peut donc pratiquer les examens de la vue, il peut adapter les lentilles de contact. Aujourd'hui, dans nos propres statistiques, on constate que 60% des lunettes qui sont délivrées le sont sur la base de nos propres examens de la vue. L'examen de la vue est facturé à approximativement 45 francs, ça peut dépendre des enseignes et des régions. D'accord. Et est-ce que les examens de vue sont payants en Suisse ou pas? Ils sont payants, absolument. Ils coûtent, je disais, approximativement 45 francs suisses, donc à peu près 40 euros. À peu près 40 euros. Voilà. Et il est vrai que beaucoup de campagnes de publicité ont tendance à proposer cet examen de la vue sous forme de bons, de couponing pour attirer effectivement les consommateurs. D'accord. Marie, en Angleterre? Alors en Angleterre, 100% des examens de vue sont réalisés par les optométristes, opticiens optométristes. Donc nous sommes en première ligne, primary care, on appelle ça. On fait la réfraction, on détecte toute anomalie pathologique, on s'occupe des patients de 0 à 99 ans. Donc nous voyons les enfants, nous faisons des examens sous cycloplégie. Voilà, on a une pratique très très libre. Et dès que nous détectons une ambliopie chez un enfant, un problème pathologique chez un adulte, on réfère aux ophtalmos qui sont, eux, dans les hôpitaux. D'accord. Donc je rappelle que nous sommes en direct et vous pouvez toujours poser vos questions via notre chat sur acuité.fr, sur Facebook et également sur Twitter. Nous avons d'ailleurs une question pour vous, Marie. Blaise demande, les optométristes au Royaume-Uni sont-ils plus proches de l'ophtalmo ou de l'opticien ? Alors, l'optométriste travaille dans les magasins d'optique, donc forcément, on travaille avec dispensing opticians, qui sont vraiment les opticiens comme on l'entend en France, et les ophtalmos sont dans les hôpitaux, donc on a des ententes cordiales entre tous ces métiers. C'est vraiment un travail, on travaille en bonne relation, plus proche, je ne saurais pas dire. En tant qu'optométriste, on doit être capable aussi d'ajuster une paire de lunettes, de vendre les lunettes, mais bon, c'est trois métiers différents, je dirais. Voilà. Et en Angleterre, il y a des coûts aux consultations, aux examens de vue? Alors l'examen de vue est à peu près facturé entre 25 et 30 pounds. C'est-à-dire en équivalent? Bon, à peu près 27 euros à 35. Quoi. D'accord. Monsieur Lotz, en Allemagne, je crois que les examens de vue ne sont pas payants par contre. Oui, alors effectivement, pour le moment, les services de l'opticien ne sont pas suffisamment valorisés. Et c'est d'ailleurs une des grandes préoccupations en Allemagne, puisque le chiffre d'affaires global stagne, après avoir connu une forte chute en 2003, suite à la suppression des remboursements par la sécurité sociale. Et donc, il se balade aux alentours de 5 milliards depuis plusieurs années. Et le fait que, effectivement, la réfraction chez l'opticien ou la consultation chez l'opticien n'est pas payante devient un handicap, parce que ce qui n'est pas payant n'est pas valorisé. D'accord. Nous avons encore une question d'internaute. Joël demande, en Suisse, est-ce que cela pose un problème que les opticiens prescrivent et vendent? Je ne crois pas que ça soit perçu, en tout cas par le consommateur, comme étant un problème. Du point de vue finalement des assurances sociales, l'AMAL, qui est une loi qui était rentrée en vigueur il y a à peu près 20 ans en Suisse, avait pris comme position de ne plus autoriser les opticiens à pratiquer les examens de la vue, sous prétexte effectivement que l'opticien était à la fois prescripteur et fournisseur de prestations. Mais depuis maintenant 3 ans, le remboursement a été exclu des prestations des assurances sociales en Suisse, et on se rend compte que là, la question des coûts de la santé a pris le dessus. Et même avant que les assurances sociales renoncent à ce déremboursement, elles avaient admis la prescription de l'opticien, qui leur coûtait nettement moins cher que les honoraires facturés par les médecins ophtalmologues. Monsieur Lotz, en Allemagne, comment est vécu par les ministères, les ophtalmologistes et les clients le fait que le prescripteur soit vendeur? Comment? Le fait que quoi? Que le prescripteur soit vendeur. Vous savez, à partir du moment où les ophtalmos vendent des lentilles de contact, ce n'est pas très choquant. Florent?
En Espagne, on est un petit peu dans le même cas. Je pense que le client consommateur n'est pas dupe. Et donc, il y a pas déjà en Espagne, il n'y a pas de remboursement, ni par la Sécu, ni par les mutuelles. Si vous trompez un client, il ne reviendra pas. Donc, je pense que... Et ça se passe très bien. D'ailleurs, le taux de porteur en Espagne n'est pas plus élevé qu'en France. Il est même en deçà. Marie, une réaction? Ben, En Angleterre, je crois que vous êtes optométriste, vous n'avez pas tellement le temps de vous occuper de la vente. oui, pas du tout. Ma journée se cantonne à l'examen de vue des 16 ou 18 patients que je vois. Le patient a toujours le choix. À la fin de l'examen de vue, on lui donne sa prescription, lunettes ou lentilles. C'est une obligation. Et il a toujours le choix de quitter le magasin et d'aller voir ailleurs si c'est mieux. Il n'y a aucune obligation à ce qu'il achète les lunettes dans ce magasin-là. Donc, Et connaissez-vous la moyenne de renouvellement des équipements? Florent? En Espagne, on est à peu près à 3 ans et demi. 3 ans et demi? Haro? 4 ans en Allemagne. En Suisse, on sera entre 4 à 5 ans. 4 à 5 ans. Marie, en Angleterre, une estimation? Peut-être de mon expérience, parce que je n'ai pas les chiffres, je dirais 2 ans et demi à 3 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Donc vos diplômes et les différentes législations en vigueur dans vos pays vous permettent d'adapter des lentilles de contact. Selon vous, est-ce que cela explique que certainement, chez vous, le marché soit plus développé? Peut-être Florent? Oui, disons qu'on a quand même l'avantage d'avoir le client devant nous et donc de lui proposer une solution alternative aux lunettes. J'imagine que souvent le client n'y pense pas aux lentilles parce qu'on n'en a pas parlé, parce qu'il pense que c'est compliqué. Et en France, en plus, s'il doit prendre rendez-vous dans un an pour pouvoir adapter les possibles lentilles, je pense que ça doit un peu tiquer. Donc en Espagne, oui, à pratiquement tous nos clients, on propose une adaptation lentille, ensuite gratuite, ensuite à lui de décider s'il en veut ou pas. Et la contactologie représente quelle part dans votre chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on est aux environs de 14%. Et sur les 14, il y a 12% de lentilles et 2% de produits lentilles. Monsieur Berdoz? Les chiffres sont très similaires chez nous. Je tiendrai peut-être à dire que vous faites allusion à l'effet économique de pratiquer l'adaptation des lentilles de contact et les examens de la vue, mais d'autre part, notre marché, en tout cas en Suisse, n'est pas subventionné par les assurances sociales. Donc si on le compare à des situations qui sont très différentes en France, on constate que d'un côté, les assurances sociales ont un niveau de prestation qui est, je pense, un des plus élevés d'Europe actuellement pour le remboursement des lunettes, mais vous avez une réglementation qui est une des plus restrictives s'agissant de la pratique des opticiens et de l'optométrie. Et c'est une situation donc, qui est totalement opposée en Suisse à celle que je peux constater en France. Marie? Vous n'avez pas d'idée? Non, non. Selon le dernier observatoire de l'optique bien vu, en Angleterre, la contactologie représenterait 18% du CA d'un magasin. Donc, oui. Bon, ouais. Très bien. Monsieur Latz? Enfin, juste peut-être pour relativer, la vente sur Internet joue beaucoup et de plus en plus pour la vente des lentilles de contact. Il représente en Allemagne actuellement un marché de 100 millions d'euros. Et il faut savoir qu'une entreprise comme Mr. Spex, par exemple, représente pratiquement la moitié de ce marché, avec une progression qui est au-delà de 20%. Donc même si le marché global des lentilles de contact n'évolue pas, il va plutôt en direction des sites Internet si la prestation de l'opticien ne s'affine pas, si je peux dire. Oui, Florent? Je pense que la dérive sur Internet est une dérive dangereuse. Je pense qu'en France, Internet est un vrai débat par rapport aux lentilles. En Espagne, il n'y a pas du tout de débat parce que comme l'opticien optométriste apporte en plus quand son client-patient vient le voir pour racheter, renouveler ses lentilles, il n'est pas tenté d'aller sur Internet. C'est-à-dire que Internet en Espagne, pour les lentilles, il n'y a même pas de débat. Très bien. Donc nous avons des questions d'internautes qui nous arrivent. Brice nous dit: la population européenne vieillit. Faut-il, pour préserver sa vue et imposer le métier d'optométriste à l'échelle de l'Union européenne pour remplacer les ophtalmos? Monsieur Lotz? Oui, enfin le ZVA, l'association des opticiens allemands, a répondu clairement oui.
c'est-à-dire la formation complémentaire qui va représenter 400 heures supplémentaires est devenue une priorité. Ils ont analysé les différentes solutions possibles, c'est-à-dire devenir commerçant, c'est-à-dire quitter les chambres de métier ou rester tels qu'ils sont, ou aller dans cette direction. Et donc la décision a été prise. Tous les opticiens allemands, au fur et à mesure, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la formation supplémentaire, continuent à effectuer leur travail comme aujourd'hui. Mais d'ici une génération, tous les opticiens allemands seront forcément aussi optométristes. Florent ? Remplacer l'ophtalmo, c'est peut-être un petit peu fort comme terme. Donc il y a une partie où l'ophtalmologie, donc tout ce qui est chirurgie, pathologie, là nous, on n'est pas du tout compétents, mais on pourrait soulager les ophtalmos, comme ça se passe en France, en Suisse, je connais aussi la Belgique, où ça se passe très bien. On a Olivia qui nous dit aussi il est regrettable que nos diplômés français de haut niveau aillent exercer à l'étranger. Je crois, Monsieur Berdos, d'ailleurs, que vous avez beaucoup d'opticiens optométristes français qui viennent chez vous, enfin ensuite. Absolument, c'est vrai que l'opticien français aujourd'hui est fortement attiré par la situation qui prévaut dans notre pays, non seulement par rapport à un contexte économique et un contexte de l'emploi qui est favorable, mais également parce que la réglementation actuelle lui permet d'exercer son métier d'une manière très complète, motivante, passionnante, et il a l'impression que la formation qu'il a suivie, il peut totalement la mettre au service de sa clientèle, et en pratiquant évidemment les examens de la vue et l'adaptation des lentilles de contact. Marie, je crois que la pratique de l'optométrie, c'est ce qui vous a poussé, vous aussi, à exercer à Londres. Ben oui, malheureusement, c'était impossible en France. Et voilà, la liberté de la profession là-bas est quand même très tentante. Et après ce stage qui m'a permis de toucher un petit peu à cette profession, voilà, j'ai voulu me lancer là-dedans. Donc, on parlait tout à l'heure des ophtalmologistes. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec ces spécialistes et également avec les orthoptistes ? Florent ? On a un travail complémentaire en fait, donc on a une relation tout à fait cordiale et voilà, on s'appelle souvent pour des enfants. Ce sont des sujets assez délicats. Pour le reste, relation cordiale. Haro ? Oui, je pense que le docteur Rothier l'a bien expliqué tout à l'heure. Nous avons un peu la même situation en Allemagne, dans une profession qui est presque obligée, à travers le nombre qui diminue, de se concentrer sur son métier principal, sur son core business. L'ophtalmologiste n'est pas en très bonne position. Et sachant que, de toute façon, les opticiens allemands vont d'une façon crédible aller vers l'optométrie. Donc les relations sont, on va dire, cordiales. Marie, c'est la même chose en Angleterre? Oui, entente cordiale. Bon, il se situe principalement dans les hôpitaux, donc c'est vrai qu'on les rencontre pas tous les jours, mais on échange par lettre quand on réfère et ils nous renvoient les rapports de ce qu'ils ont fait avec le patient. Ça se passe bien, oui. Monsieur Berdos, je crois qu'en Suisse, ça dépend des cantons. Alors, des situations peuvent évidemment diverger d'une région à l'autre, mais je pense que j'entends partout entente cordiale. En même temps, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. S'il y a certains débats comme il se déroule aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a d'une certaine manière une guerre de territoire et qu'il y a une redéfinition des rôles qui doit être faite en relation avec le vieillissement de la population, avec des questions de santé publique qui sont essentielles, à savoir quel est le rôle que peuvent jouer les différents acteurs sur ce marché. Et en Suisse, on observe d'un côté des mouvements d'opticiens optométristes qui ont tendance à vouloir défendre des prérogatives en augmentant le nombre d'actes qu'ils pourraient exercer pour véritablement être des remparts en termes de santé publique. Et de l'autre côté, des ophtalmologues qui développent de plus en plus l'adaptation des lentilles de contact, qui recrutent des opticiens pour faire la réfraction au sein de leur cabinet, qui font des investissements conséquents pour des machines
de façon à opérer la myopie et donc faire de la chirurgie réfractive. Et on se trouve dans les limites finalement de la santé et du business. Et si c'est vrai chez l'opticien, si la question peut se poser chez l'opticien, elle se pose de la même façon chez le médecin ophtalmologue. Donc je pense qu'il ne faut pas se voiler la face et qu'il faudrait, dans un débat comme celui-ci, être extrêmement pragmatique pour prendre en compte effectivement l'évolution des effectifs d'une part de la population, d'autre part des professionnels de la santé, et repositionner les pions sur l'échiquier de manière dépassionnée. Haro, une réaction? Oui, tout à fait d'accord. Ce que nous avons beaucoup apprécié quand le président Trockenbrod était au Club Interoptique vendredi dernier, c'est le pragmatisme et la simplicité dans la construction de l'avenir. C'est-à-dire, la première idée était donc d'augmenter le nombre d'heures de formation dans un concept de formation tout à fait clair. C'est-à-dire une formation plus intensive et qui est uniforme pour l'ensemble des opticiens en Allemagne. Et avec donc une base de formation beaucoup plus constructive, développer les prestations de services et aussi faire démontrer à l'ophtalmologiste qu'il n'y a pas seulement une réflexion quasiment logique, parce qu'elle est mathématique, mais qu'il y a aussi une réelle possibilité de confier des prestations à l'opticien, étant donné que sa formation a été intensifiée. On a une dernière question d'internaute. Charlie nous demande quel est le nombre d'ophtalmologistes en Angleterre? Alors j'ai un petit peu regardé, je crois que c'est en total, j'ai cru voir qu'il y avait 3000 ophtalmologistes, ce qui paraît un petit peu beaucoup finalement, mais là-dedans il y a plusieurs grades. Alors les consultants, c'est vraiment les vrais ophtalmologistes, et après il y a tout ce qui est étudiant en ophtalmologie qui aussi voit les patients, parce que je vous dis, ils sont débordés dans les hôpitaux, donc voilà, il y a plusieurs grades. Au total de tous ces grades, au Royaume-Uni, il y aurait 3000 professionnels. Et combien d'optométristes? 13 000. 13 000 optométristes. D'accord. Eh ben, merci à tous d'être venus sur... Oui, monsieur Lotte? Ajouter un mot, si vous permettez. Oui, bien sûr. Au sujet de ECO. ECO, qui est l'organisation européenne des opticiens, et qui n'est pas seulement la représentation des optométristes, mais de l'ensemble des opticiens. Et je regrette un peu, quand je suis en France, de voir que ECO n'est peut-être pas toujours considéré à sa juste valeur. C'est bien d'avoir une formation européenne, et je pense qu'il faut la soutenir. On aura un représentant tout à l'heure de l'ECO, un représentant français, monsieur Marinacci, qui sera là à 14h30. Ah, très bien. Voilà. Merci à tous d'être venus sur ce plateau pour nous faire partager vos expériences. On se retrouve à 11h30 pour un débat sur les actifs de l'opticien en tant que professionnel de santé, et donc dès 14h30 avec vos syndicats d'optique pour trouver une solution à l'exception française. À tout à l'heure sur Acuité. L'un des plus grands L'essentiel des Français se déclare. Bonjour à tous et bienvenue.